Bienvenue à ce webinaire. Il s'agit du premier webinaire professionnel de la plateforme Raphaël, d'une collaboration, en fait une première aussi, une collaboration genevoise, vaudoise avec les HUG, le CHUV et Unisanté. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Il s'agira donc d'un webinaire qui s'adresse aux physiothérapeutes. Donc, pour toutes les personnes qui sont parmi nous, nous allons utiliser probablement des termes médicaux, professionnels. Et le but, en fait, c'est de pouvoir disséminer le plus d'informations possible sur le rôle de la physiothérapie dans le post-Covid, comment faire du bien aux patients, sans leur faire du mal. Quel est le rôle du physiothérapeute dans le post-Covid ou le Covid long et comment faire au mieux pour aider les personnes qui souffrent du post-Covid. D'abord, je dois excuser en fait professeur Idriss Guessous, directeur de la plateforme Raphaël avec tous les partenaires qui n'a pas pu se joindre à nous malgré tous ses efforts, mais parce qu'en fait, en même temps, il est au Léman Bleu pour une publication sur le post-Covid chez les enfants et les adolescents. Donc, le sujet est encore d'actualité, ce qui nous permet aussi aujourd'hui de se dire, voilà, on prend un moment pour discuter de la physiothérapie dans le post-Covid. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 3 intervenants extraordinaires et vraiment, je vous remercie du fond du cœur de votre disponibilité et de pouvoir et vouloir partager vos connaissances avec les professionnels de santé. Donc, nous aurons 3 temps de parole avec par la suite un temps pour les questions-réponses. Nous aurons donc une intervention sur les red flags et le screening par Francis Maguire, physiothérapeute à MyPhysio à Aunay à Genève, qui est en fait diplômé de Edinburgh en Écosse et puis tout de suite venu à Genève et en fait s'intéresse beaucoup et devient spécialiste en physiothérapie post-Covid. Il va nous parler aussi d'une publication récente sur la réadaptation tout en sécurité des personnes qui souffrent du post-Covid, travail qu'il a pu faire en collaboration avec des institutions internationales, donc vraiment à la pointe aussi de la recherche. Nous avons la chance d'avoir aussi Guillaume Christ avec nous. Guillaume est physiothérapeute et maître d'enseignement à l'ESAV. Et en fait, Guillaume va nous parler du pacing, un des principes de la physiothérapie post-Covid ou de la réadaptation finalement post-Covid. Guillaume a une expertise depuis plus de 10 ans. Donc, il travaille avec des patientes et des patients qui souffrent de syndrome de fatigue chronique et de Covid long depuis la pandémie du Covid. Donc, on a l'occasion d'avoir son expertise et son expérience aujourd'hui. Et puis, on aura aussi l'occasion d'entendre Mathieu Sobad. Mathieu est médecin rééducateur, médecin de sport, en médecine du sport à Unisanté au CHUV. Et Mathieu aussi a, depuis le Covid, eu beaucoup d'activités avec des patientes et des patients du Covid long. Il va nous parler de son expérience et de la dysautonomie en général. Et cela aussi suite à toute son expérience en médecine de sport et en conseil sur l'activité physique. Voilà, et puis on laissera le temps à la fin pour les questions-réponses. Pour vos questions, en fait, n'hésitez pas d'aller sur questions et de commencer à poser vos questions. Nous essayons de répondre des fois en vous répondant par écrit, puis des fois on va laisser la question jusqu'à la fin. Surtout si la question a reçu beaucoup de votes, on va demander à nos intervenants de commenter sur la question et la réponse. Et puis toutes les questions auxquelles on n'arrive pas à répondre,
nous allons les récolter et puis y répondre dans un deuxième temps, les mettre sur la plateforme raphaël-postcovid.ch où vous retrouvez non seulement un replay de ce webinaire, des webinaires précédents, mais aussi toutes les questions-réponses et où vous avez l'occasion d'utiliser le chatbot ou l'agent conversationnel pour vraiment poser toute question. Donc, sur Raphaël, vraiment, sentez-vous libre de poser toute question et le chatbot va vous répondre 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et on est aussi derrière si jamais le chatbot a besoin de notre expertise. Nous répondons dans les 24-48 heures via un formulaire aussi. Donc, voilà le lien vers la plateforme Raphaël et le chatbot. Sans plus d'introduction de ma part et j'espère vraiment en fait que vous partagez ce plaisir que nous avons à accueillir nos 3 intervenants aujourd'hui et je laisse la parole à Francis Maguire. Bonjour, je suis Francis Maguire, physiothérapeute avec MyPhysio à Petit-Lancy à Genève et je travaille avec des patients qui ont Covid long et des troubles respiratoires. Je voudrais faire l'introduction de Covid long, expliquer la définition, les outils que j'utilise pendant le bilan, red flags et comment je fais une prise en charge. Donc, Covid long est un diagnostic par exclusion. Il faut avoir un test positif, la présence de symptômes après 3 mois et l'absence d'autres raisons ou diagnostics. La présentation d'un Covid long est souvent épisodique. Une journée avec des symptômes forts peut être suivie par une journée sans symptômes. Ce vague de symptômes avec de hauts et des bas est classique de Covid long. Le Covid long n'est pas un déconditionnement. Les symptômes peuvent être fatigue, essoufflement, la douleur, la tachycardie, acouphène, mais il y a beaucoup de symptômes. Et donc, des patients expliquent des épisodes de hauts et des bas avec des symptômes. Un symptôme sur lequel je voudrais me focaliser, c'est le post-exertionnel symptôme exacerbation, PES. C'est un symptôme omniprésent dans Covid long. 24 heures à 48 heures après un effort ou une activité, il y a des exacerbations de symptômes. Donc, un outil qui est validé, c'est le DEPAUL questionnaire pour le post-exertionnel malaise. Les raisons que je l'aime bien, c'est parce que c'est court. C'est très utile si vous avez une patiente qui n'a pas encore un diagnostic de Covid long. Et Coulter et al. A publié l'interprétation du questionnaire et je vais vous donner plus d'infos vers la fin sur le dépôt du questionnaire. Mais c'est validé et c'est très utile. Donc, une autre considération est le syndrome d'hyperventilation. Et le syndrome d'hyperventilation est défini par une respiration au-dessus des besoins métaboliques du corps. Ce type de patient expire trop de CO2 et cela se manifeste avec une tête qui tourne, une oppression sur la poitrine et des sensations de fourmis dans les doigts. Et on peut utiliser le Nijmegen pour faire les screenings sur les syndromes d'hyperventilation. 2 grands red flags sont palpitations et désaturation. Il faut avoir des investigations avec des spécialistes en cardiologie et en pneumologie si ça manifeste. Il faut avoir un oxymètre et puis une désaturation à 93% mérite une investigation et l'entraînement doit être suspendu jusque les examens soient terminés. Donc, Dr Sobad va parler sur des troubles de la dysautonomie et POTS. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer là-dedans, mais il faut qu'on soit conscient que les changements de position peuvent provoquer des malaises et des syncopes.
OK, donc avec, le trouble orthostatique, il y a plusieurs différentes choses qu'on peut utiliser, mais quelque chose assez simple qu'on peut faire dans un cabinet qui prend à peu près 10 minutes, c'est le Nasalin test et dans le bilan, on peut poser des questions par rapport, s'il y a des malaises, ou des symptômes en changement de position ou dans les positions debout. Hem Donc, pour le traitement, heu, des patients, pour le traitement, je vais expliquer d'abord qu'il ne faut pas faire de squat et de burpees, car c'est une population où il y a justement des intolérances orthostatiques. Il ne faut pas faire de haute intensité interval training, car cela peut provoquer des exacerbations, et des symptômes. Il ne faut pas qu'on copie-colle un programme et reproduire celui-ci avec tout le monde. Chaque patient a leur propre déclencheur de fatigue ou de symptômes. Donc, one size fit all, ça ne marche pas avec le Covid long. Il faut que ce soit vraiment adapté à la personne. Il ne faut pas que le patient soit pire après une séance. Donc, donc, pour moi, dans ma prise en charge, je ne fais pas un test de marche, je ne fais pas un test de force et je ne fais surtout pas un one minute sit to stand, car ce type de test peut vraiment provoquer une malaise. Et si dans mon traitement, je dis il ne faut pas qu'on provoque des malaises, je ne fais pas les tests qui vont provoquer les malaises. Sauf il y a vraiment une bonne raison cliniquement, si je voudrais faire une investigation pour une désaturation, je vais exceptionnellement utiliser, mais la plupart du temps, je ne fais pas de tests qui provoquent des fatigues ou des symptômes. Donc, j'ai participé dans une conférence de Covid long et notre discussion a été publiée dans le Journal d'Occupational Therapy et nous avons signalé 4 choses, que le traitement doit être vraiment personnalisé. Les personnes vivant avec Covid long présentent une grande diversité de symptômes. Il faut adapter à la personne dans un environnement sans jugement. Les patients doivent avoir un soutien psychologique et il ne faut pas leur reprocher s'il y a un shoot ou reshoot. Donc ça, c'est les 2 choses. Il faut avoir des attentes correctes, pas juste avec le patient, mais avec vous-même parce que la progression d'une patiente qui est en Covid long, c'est pas standard, c'est pas atypique. Il y aura des shoots et même si la personne fait tout parfaitement, c'est possible qu'il y a quand même une chute. Donc il faut avoir des attentes correctes. Et il faut surtout faire le screening de red flags, comme j'ai présenté avant, les désaturations, palpitations, PES, PEM. Ce type de choses, il faut vraiment que ce soit investigué et faire le screening. OK. Et puis, un journal de bord dans le traitement est très utile. Les patients notent la durée donc le patient note la durée, l'intensité, le contenu de l'activité, les émotions ambiantes et la fatigue et on essaie de trouver une causalité entre les symptômes d'aujourd'hui et les activités du jour précédentes. Donc il faut que ce soit bien détaillé, mais c'est pas quelque chose qu'on va faire pendant des années, c'est temporaire, qu'on peut trouver ce qui déclenche la fatigue. La fatigue, c'est complexe. Il y a des personnes qui ont une fatigue qui est liée socialement. Des discussions de 25 minutes peuvent provoquer une fatigue. Souvent, c'est un mélange des activités physiques, sociales et cognitives, mais des fois pas. Des fois, c'est cognitif et ils ont des brouillards de tête, le brain fog. Et l'activité physique ne déclenche pas des symptômes de malaise ou de fatigue. Donc, il faut savoir les limites du patient et travailler dans leurs limites. Avec tous mes patients, je travaille sur la cohérence cardiaque et la respiration. Il y a une application que vous pouvez télécharger qui s'appelle le Respiralax Plus. C'est gratuit, c'est très facile, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Alors, il faut quand même qu'on adapte ça à chaque patient parce que des fois, le patient n'est pas capable de faire 5 secondes d'inspiration. Donc, il faut que ce soit adapté. Par contre, de travailler sur la respiration et la relaxation, c'est une très bonne idée.
alors, Guillaume, il va parler sur le pacing, sur un peu plus de détails. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer la dysautonomie et le Levine protocole, mais Guillaume et Mathieu vont le faire. Par contre, deux ressources utiles, je trouve, c'est vraiment le long Covid physio. C'est disponible en français, il y a beaucoup d'utiles. Et moi, j'utilise Raphaël. Les deux sont disponibles en français. Il y a beaucoup d'infos. Sur le long Covid physio, il y a des échelles adaptées pour Covid long et des ressources très utiles. Voilà, je pense que je vais juste terminer là. Ça, c'est la bibliographie où on peut trouver un peu plus d'infos sur les échelles que j'ai utilisées. Avant que je passe la parole de Guillaume, je voudrais dire que je suis disponible de parler de cas. Si vous avez des patients Covid long qui sont compliqués, je fais ça souvent avec des physiothérapeutes. Je trouve que c'est très important qu'on partage les connaissances. Et mon email, c'est francis.maguire@myphysio.ch. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis, et merci de ta générosité aussi de pouvoir partager les connaissances avec les collègues et avec les physiothérapeutes et de ta disponibilité. Donc, tu parles du PSE ou Post-Exertional Symptom Exacerbation, et c'est exactement en fait l'exacerbation des symptômes post-effort dont Guillaume Christ va nous parler maintenant. Donc, Guillaume, la parole à toi. Merci beaucoup. Alors, je vais partager ma présentation. Voilà. Alors, donc on va parler plus particulièrement du pacing, donc une partie qui est vraiment centrale dans la réadaptation du Covid long. Je vais justement commencer par parler de cette exacerbation des symptômes après l'effort, parce que c'est vraiment un symptôme qui est très typique, caractéristique et qu'on rencontre chez une grande partie des patients qui ont un Covid long. Les patients vont décrire, par exemple, après une activité minime, ça peut être prendre une douche, avoir besoin de se reposer pendant 1 heure ou 2, après une activité sociale, devoir passer plusieurs heures au lit, ou bien après une activité physique ou une activité cognitive. Et donc, la réaction à l'effort, qu'il soit cognitif, qu'il soit lié à une activité sociale, qu'il soit lié à une activité physique, peut être très grand et peut apparaître sous forme de fatigue extrême, mais aussi de douleur, de maux de tête, de brouillard mental, d'autres types de symptômes qui peuvent apparaître après cet effort. Et c'est extrêmement important de bien être sûr et bien comprendre que cette exacerbation des symptômes après l'effort, elle n'est pas liée à du déconditionnement. Donc, le fait de vouloir reconditionner les gens, comme on le ferait dans la plupart des situations qu'on rencontre en physiothérapie, va plutôt avoir tendance à augmenter ces symptômes plutôt que les diminuer. Les symptômes peuvent aussi apparaître des fois 12 à 48 heures après l'activité, donc ce n'est pas toujours facile de reconnaître. Mais cette idée que dans le Covid long, les patients vivent souvent cette idée que le verre d'eau a débordé et pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, ils sont dans une situation très difficile parce qu'une activité ou plusieurs activités ont fait déborder le verre d'eau. Et donc, ça peut arriver, suivant les patients, avec des choses très minimes, comme marcher 10 minutes, et pour d'autres, des choses beaucoup plus grandes, d'où l'importance d'identifier quelles sont les activités qui créent les symptômes et d'individualiser le traitement, comme Francis l'a dit. Bon, ça, je l'ai dit, hein, mais donc l'activité physique qui est recommandée dans quasiment toutes les situations qu'on fait toute la journée avec nos patients, ben, dans cette situation, si on ne la dose pas bien, elle peut être dangereuse, elle peut créer plus de symptômes. Et là, les recommandations sont assez claires, que ce soit au niveau de la Fédération mondiale de la physiothérapie qui avait communiqué très tôt déjà là-dessus, et également maintenant au niveau des recommandations de l'OMS, l'activité physique, s'il y a des exacerbations de symptômes après l'effort, elle doit être faite de manière très douce, très progressive et en surveillant de manière
de manière précise les symptômes du patient pour éviter de les augmenter. Ce qu'on retrouve comme principes généraux, c'est cette idée de stop, rest, pace. Et donc, la première chose, c'est d'essayer d'éviter de forcer, de pousser les limites, d'essayer d'y aller en forçant, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on doit vraiment respecter cette limite d'énergie qui est réduite. Le repos, ça reste une stratégie de réadaptation qui est très importante dans le cas du Covid long. Les gens ont besoin de plus dormir et de beaucoup plus se reposer. Et puis le pacing, qui est la troisième stratégie majeure que je vais développer un petit peu plus maintenant dans le détail. Donc, la première étape dans la réadaptation va se faire pendant la première séance, pendant l'anamnèse principalement, où on va essayer d'identifier la quantité d'énergie avec le patient pour différents types d'activités, que ce soit des activités physiques, des activités cognitives, des activités sociales, pour essayer d'identifier qu'est-ce que les gens arrivent à supporter sans avoir d'exacerbation de symptômes, et ce qui nous donne une base sur laquelle on peut travailler, et à partir de quand les symptômes vont augmenter. On va souvent conseiller, comme l'a dit Francis, d'utiliser un carnet d'activité pour permettre aux personnes sur les semaines qui suivent de pouvoir noter et puis de mieux comprendre qu'est-ce qui provoque leurs symptômes. Est-ce que c'est une combinaison d'activités, quel type d'activité, combien de temps, et ça va vraiment être extrêmement utile pour la réadaptation. On va aussi essayer d'identifier les activités qui coûtent plus d'énergie. Là, il y a un peu cette métaphore des cuillères avec certaines activités qui coûtent 1 cuillère, d'autres activités qui coûtent 3 cuillères, en sachant que le nombre de cuillères par jour, il est fortement limité pour beaucoup de patients. Et donc, si on fait une activité qui coûte de l'énergie, forcément, on va devoir plus se reposer, puis on va devoir enlever d'autres activités. Et on va essayer d'éviter de dépasser la capacité actuelle. On va aussi essayer de mieux comprendre le comportement face à l'activité. Et un comportement qui est fréquent et qui est tout à fait normal, c'est le fait d'essayer de faire un petit peu plus quand on va bien. Les gens qui ont un Covid long ont souvent beaucoup de difficultés à pouvoir faire les activités qui sont importantes pour eux. Et donc, quand ça va mieux, on profite pour en faire un petit peu plus. Mais dans ces situations, on va souvent avoir, et les gens le décrivent assez bien, que le fait d'avoir fait plus, souvent, ça a des conséquences les jours qui suivent. Et donc, on se retrouve dans un schéma où quand ça va bien, on fait plus. Ensuite, on est de nouveau moins bien. Et quand on va de nouveau mieux, on fait de nouveau un peu plus. Ce qui crée beaucoup d'irrégularités dans l'activité, mais aussi d'irrégularités dans les symptômes. Et, donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'identifier. Et vous allez voir que c'est une des stratégies sur laquelle on va essayer de travailler. Donc justement, cette première stratégie en lien avec le comportement face à l'activité, c'est essayer de trouver une certaine régularité sur la semaine, de ne pas avoir des pics d'activité. On va plutôt essayer de limer les pics que d'augmenter l'activité les jours qui sont plus durs. Donc, on va plutôt enlever au début un petit peu. On va essayer de répartir aussi les activités sur la semaine. Par exemple, quelqu'un qui aurait tendance à attendre une bonne journée pour profiter de faire le ménage, parce que c'est une activité qui lui coûte beaucoup d'énergie, il y a pas mal de chances que même si c'est une bonne journée, après cette activité, elle ait plus de symptômes. Donc, on va plutôt essayer de conseiller de répartir le ménage sur plusieurs jours de la semaine, peut-être 1 pièce par jour pour que ce soit des moments assez courts. On va vraiment éviter les pics d'activité quand il y a beaucoup d'activités de suite pour éviter d'avoir des conséquences négatives par la suite. Et l'objectif au départ, c'est vraiment de trouver une base où il y a moins de fluctuations dans les symptômes, moins de symptômes forts, et surtout, petit à petit, qu'il n'y ait plus des gros crashs ou des moments où les gens doivent passer plusieurs jours au lit ou bien dans des situations qui sont très difficiles. On aimerait trouver une base un petit peu plus stable, et c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir construire. Donc, le pacing, j'y arrive. Le pacing, c'est vraiment
dans le cas du Covid long, basé sur les symptômes. Donc, il y a différentes descriptions du pacing. Il y a des pacings où on est plutôt basé sur une augmentation progressive de l'activité. Mais là, dans le cas du pacing, il faut être très clair qu'on est basé sur les symptômes des gens. Et donc, on veut éviter toute exacerbation des symptômes. Si ça ne va pas, on ne va pas forcer, même si on avait prévu de faire, je ne sais pas, on avait prévu de faire 20 minutes de marche, c'est un jour qui ne va pas, on ne va pas forcément les faire. On va respecter les symptômes. Et on veut absolument, dans la planification du pacing, éviter le plus possible les augmentations des symptômes. Donc, si je suis capable, j'ai identifié que je suis capable de marcher 20 minutes sans avoir d'exacerbation de symptômes, ben, je vais planifier ces 20 minutes de marche, les bons jours, les mauvais jours. Et donc, je ne vais pas commencer à faire 30 minutes de marche une bonne journée parce qu'il y a le risque que je dépasse mes capacités et que j'ai une exacerbation des symptômes. La planification, elle est vraiment centrale parce que beaucoup de gens décrivent que finalement, pendant l'activité, que ce soit une activité sociale, cognitive ou physique, ils ne vont pas vraiment sentir les symptômes. Et c'est après qu'ils vont les sentir. Donc, de gérer l'activité et d'attendre de sentir que ça devient difficile pour s'arrêter, c'est souvent trop tard. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ce carnet d'activité pour pouvoir planifier à l'avance les durées le plus possible et permettre aux gens de fonctionner de cette manière-là sans avoir d'exacerbation. On va également planifier beaucoup de pauses et donc on va conseiller aux gens de fractionner un maximum les activités. Donc d'avoir une activité, plutôt que de faire une activité longue, on va plutôt proposer de couper cette activité en plusieurs morceaux entrecoupés de pauses. Typiquement, quelqu'un qui devrait aller tous les jours promener son chien, être dehors avec son chien pendant 45 minutes. Si ça provoque des symptômes, on va peut-être lui conseiller d'essayer de trouver un chemin qui lui permet de faire 20 minutes de marche, de s'arrêter 20 minutes sur un banc ou 15 minutes sur un banc, de pouvoir se reposer et de terminer de nouveau par 20 minutes de marche pour avoir une pause entre deux. Plus le fractionnement est court, plus ça va être aussi facile de récupérer pendant les pauses. On va également conseiller aux gens de planifier les activités, notamment l'ordre des activités. On va éviter de faire plusieurs activités qui coûtent à la suite et donc on les répartit dans la semaine. Et puis finalement, on va aussi essayer d'aider les gens à donner de la priorité sur qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui coûte beaucoup, et vraiment dans une idée de prioriser les activités aussi avec cette notion de plaisir, de pouvoir mettre en avant plutôt ce qui est important pour les gens. Et là, je veux être assez clair par rapport à la physiothérapie au départ, en tout cas, quand les gens ont beaucoup de symptômes. Et le coût d'une séance de physiothérapie, il n'est pas négligeable. Le coût de se déplacer chez nous et de faire une demi-heure avec nous, il a un coût conséquent. Et pour pas mal de patients, il y a beaucoup d'activités qui peuvent être faites aussi à la maison. Et donc, il faut qu'on soit aussi attentif que nos séances ne soient pas un coût qui va prendre trop de place. Le contrôle de la fréquence cardiaque, c'est un élément parmi d'autres qu'on peut utiliser pour aider les gens à apprendre quelles sont les activités qui leur coûtent beaucoup. En quelques mots, ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est de contrôler leur fréquence cardiaque au repos, au lit le matin, avant de se lever, plusieurs jours de suite, d'en faire la moyenne, ça donne la fréquence cardiaque au repos. Et dans les situations où il y a vraiment beaucoup de symptômes, on va leur conseiller d'essayer de rester, et ça vient principalement des associations de patients qui ont le syndrome de fatigue chronique, qui parlent de ça depuis de nombreuses années, de rester au maximum à 15 battements par minute en dessus de cette fréquence cardiaque de repos, ce qui est très très bas et qui limite énormément les activités. Donc on va forcément aller un petit peu en dessus, mais l'idée, c'est de se dire, comme vous le voyez sur le tableau ici, c'est que plus de temps je passe dans le vert fluo, le vert foncé, le plus je vais pouvoir économiser mon énergie. Et idéalement, si j'arrive à passer la majorité de la journée dans le vert foncé et le vert clair, ben, je vais avoir probablement moins de symptômes. Et puis, je vais m'autoriser peut-être quelques activités courtes qui vont me faire entrer dans le jaune ou le orange, mais de manière assez courte. Quand on progresse un petit peu, on peut évidemment remonter un peu cette limite. Et une des limites qu'on peut calculer, c'est avec ce calcul de 220 moins l'âge fois 0,55, qui est tout à fait théorique, puis qui n'est pas du tout individuel, mais ça donne souvent une limite autour de 100, 110, suivant l'âge des gens. Et puis, c'est souvent quelque chose qu'ils tolèrent relativement bien. Quand ils vont marcher, puis qu'ils sont autour de 100,
Si c'est pas de réaction après, on peut se dire que là, vous êtes dans votre zone de sécurité. Mais quand vous êtes en train de marcher à 130, à 140, là, vous n'êtes plus dans votre zone de sécurité. Et on va vraiment proposer, du moment que les gens font un petit peu d'activité physique, même si c'est de la marche, d'essayer de rester dans une activité à faible intensité pour limiter la dépense d'énergie et puis permettre de fonctionner dans ses réserves et d'éviter de forcer. Évidemment, on va évoluer en fonction de comment le patient se sent et de comment il évolue. Et on va évidemment le laisser aller plus haut dès que ça va un petit peu mieux. Mais au début, ça peut être un moyen parmi d'autres pour contrôler l'évolution. Si on a trouvé une base qui se passe bien, sans exacerbation de symptômes, on a quelqu'un qui pendant une semaine environ n'a pas eu de crash, n'a pas eu de grosses exacerbations de symptômes, on peut commencer à essayer d'augmenter un tout petit peu la quantité d'activité. Mais de manière très progressive, j'aime bien utiliser cette notion de marche d'escalier. Donc, on part de cette zone, cette première zone, on va augmenter de 10 à 20%. Si par exemple, on faisait 2 fois 15 minutes de marche par jour, on pourrait faire 2 fois 16 ou 2 fois 17 de marche par jour la semaine suivante. Et puis, on va essayer de maintenir ça pendant une semaine. Et ça permet de voir si on supporte bien cette augmentation. Et si cette augmentation elle est bien supportée sur une semaine, il n'y a de nouveau pas d'exacerbation, on peut refaire une marche d'escalier et retenir une semaine. Et ça permet d'éviter de monter trop vite d'un coup, ou tout d'un coup, on fait plusieurs marches sur une semaine et puis après on a un crash, puis des fois le crash il dure plusieurs semaines malheureusement. On va évidemment, du moment qu'on augmente l'activité, continuer avec le pacing, continuer avec les autres stratégies qu'on a mis en place et qui fonctionnent, le fractionnement, etc. L'augmentation de l'activité, elle vient encore plus tard. Donc d'abord, on va plutôt essayer d'augmenter principalement plutôt la quantité de manière douce avec une intensité basse. Et puis si ça progresse bien, si les gens sont capables, par exemple, de marcher 30, 40 minutes de suite sans pause, on peut commencer à rajouter un peu d'intensité. Mais cette intensité, on va le faire de manière aussi très progressive, souvent par intervalle. Par exemple, dans la marche, rajouter 5 fois une minute de marche un peu plus rapide. On ne va pas commencer à faire 25 minutes de marche rapide d'un coup. On peut aussi intégrer des exercices de renforcement, des exercices de mobilité avec un petit peu plus d'intensité. Pas mal de patients vont mieux tolérer les exercices couchés que debout. Donc, c'est aussi un bon moyen pour entrer dans les exercices et de les faire travailler couchés. Et donc, ça va venir seulement quand les gens ils ont déjà pu augmenter un certain volume d'activité. Ici, vous voyez un résumé du réseau Altea qui décrit un peu les différentes phases de récupération du Covid long avec les différentes phases de réadaptation. Moi, je vous ai parlé principalement du pacing qui vise vraiment à contrôler les symptômes, à stabiliser les symptômes, qui est vraiment la première phase. Si ça se passe mieux et que pendant une semaine, on n'a pas d'exacerbation, on peut passer à la deuxième phase, c'est-à-dire commencer à augmenter un tout petit peu l'activité, tout en maintenant les stratégies de pacing. Et la troisième phase, c'est ce que je vous ai décrit par l'augmentation de l'intensité, où on commence à augmenter un tout petit peu l'intensité, à autoriser les gens à monter un tout petit peu dans les pulsations. Et puis finalement, dans les deux dernières phases, on va vers un réentraînement qui est un petit peu plus standard, toujours individualisé et contrôlé. Mais donc le reconditionnement, il vient tard, c'est la phase 4. Et toute la partie qu'on va faire avant chez les patients, c'est une partie qui va prendre souvent plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc voilà, il y a des patients qui vont plutôt bien dès le départ et ils pourraient commencer un petit peu plus haut, mais la plupart, ils vont faire ce chemin. Et donc, c'est important de ne pas oublier que le reconditionnement traditionnel vient relativement tard. Voilà, je crois que j'ai terminé. Il me reste juste cette dernière slide pour vous dire que comme les gens ont peu d'énergie, venir nous voir, ça a un coût. Venir faire des exercices qu'ils peuvent faire à la maison, ça a un coût aussi. Donc, les gens, ils ont besoin qu'on les aide, qu'on leur donne des conseils, qu'on les guide. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire au début chez eux. Et puis, dans cette phase 3-4, quand les gens commencent à aller mieux, puis que là, ils peuvent bénéficier peut-être de nos infrastructures et de venir faire du reconditionnement, là, c'est sûr que ça vaut la peine. Mais si le patient va nous voir pour faire des exercices dans la phase 1 ou la phase 2, puis qu'il met une journée pour récupérer du déplacement et de la séance,
c'est vraiment quelque chose qui a un coût qui est plus élevé que le bénéfice. Et ça, on doit en être conscient. Donc, on a plus un rôle de coach que vraiment quelqu'un qui va faire avec le patient les choses. Et donc, concrètement, moi, ça arrive souvent que je voie les gens à intervalles de 2 à 3 semaines au départ. Et puis après, s'ils ont besoin de physiothérapie plus intensive quand ça va mieux, on reprend plutôt un rythme un peu plus normal. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Vraiment très intéressant et essentiel parce qu'on vient bousculer un paradigme qui était que le reconditionnement aide les personnes fatiguées. Là, c'est vraiment le contraire. Et merci beaucoup de le mentionner et d'insister là-dessus. Si on peut vous aider aujourd'hui avec un message clé, c'est cela. Il s'agit de pacing. On parle vraiment d'économie d'énergie, de préserver son énergie et non pas de reconditionnement. Et par bienveillance, des fois, les physiothérapeutes vont proposer des exercices de haute intensité alors que ça va faire décompenser les personnes et leur provoquer le PISI ou l'exacerbation des symptômes post-effort. Donc, merci vraiment, Guillaume. Merci de ton expertise aussi de plusieurs années. Et nous espérons que cela sera de plus en plus connu et reconnu, vu qu'on change en fait finalement les guidelines qui malheureusement avaient duré plusieurs années et plusieurs décennies. Je donne la parole à Mathieu Sobad. Mathieu va nous parler un peu du rôle de la dysautonomie dans tout cela. Qu'est-ce que la dysautonomie et pourquoi on en parle quand on parle de physiothérapie post-Covid? Voilà, Mathieu, la parole est à toi. Mathieu, ton micro est coupé. Voilà. Eh oui, bien sûr. Donc, je disais juste merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir partager un peu ces expériences un peu que j'ai depuis plus d'1 an et demi où je m'occupe justement d'une consultation un peu spécifique de rééducation dans le syndrome post-Covid. Essayer de vous faire partager un peu, on va dire, un focus que j'ai déjà depuis quelques années sur le système nerveux autonome en tant que médecin du sport, intéressant à la question dans notre service au CHUV, parce que je suis à temps partiel des deux côtés CHUV et Unisanté à Lausanne. Et vous parler un peu de cette dysautonomie dans le syndrome post-Covid, parce que en tout cas, ça peut expliquer une partie des symptômes et surtout en déduire des conseils spécifiques pour la rééducation. Alors, je ne vais pas me risquer à lancer sur toute la physiopathologie du Covid long, sachant qu'on ne la connaît pas bien. Mais juste pour mettre un peu ce focus sur le côté neurologique, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe clairement au niveau inflammatoire, au niveau immunitaire, suite à cette infection. Mais il y aurait aussi clairement une atteinte de ce système nerveux, notamment au niveau central et périphérique. Et notamment cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui est l'axe un peu de la gestion du stress et avec vraiment une imbrication ultra complexe au niveau neuro-immuno-endocrinien. Mais juste pour faire le focus sur le système sympathique et parasympathique qui gèrent un peu qui sont la base de ce système nerveux autonome. Et quand on parle de dysautonomie, donc c'est une altération, une dérégulation de ce système nerveux autonome. Donc en fait, cette atteinte du système nerveux autonome, ce qui est intéressant, juste à titre indicatif par rapport aux symptômes, là, c'est les symptômes d'une dysautonomie, on va dire au sens large. Quand on parle des autonomies, on pense principalement aux palpitations ou à des malaises vagales, des troubles orthostatiques. Mais en fait, l'atteinte dans d'autres pathologies de ce système nerveux autonome, elle est beaucoup plus large et elle est multi-organique. Et si on regarde tout l'ensemble de ces symptômes, finalement, ça colle vraiment bien au syndrome post-Covid ou le syndrome fatigue chronique ou même d'autres symptômes d'autres syndromes comme la fibromyalgie. Donc, je ne vais pas les détailler en détail parce que je pense qu'ils sont bien décrits et ce n'est pas le but aujourd'hui, mais en tout cas, ça touche vraiment, vraiment large et ça peut expliquer vraiment le panel super large de ces symptômes, tant au niveau cardiaque, éventuellement au niveau pulmonaire, au niveau des douleurs pariétales
et aussi au niveau central. Même si probablement que ça n'explique pas tout, hein. Mais en tout cas, il peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut en déduire des choses pour traiter en tout cas pour aider les patients. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de vos cours de physiologie. Donc, ce système nerveux autonome, il fonctionne sur une balance, en fait, de notre naissance à notre mort, une balance entre le système sympathique, qui est le système activant, et parasympathique, qui est le système relaxant. Le système parasympathique, il a ses noyaux au niveau du tronc cérébral, qui aurait justement, il y a quelques papiers, des études qui montrent qu'il y a une atteinte potentiellement inflammatoire au niveau du tronc cérébral, entre autres, et dans d'autres régions du cerveau, comme l'amygdale, qui est le siège un peu de la peur, de l'hippocampe au niveau de la mémoire et tout ce système limbique, le système des émotions, etc., avec un câblage aussi du système nerveux autonome intracérébral dans ces zones-là. Alors que le système sympathique, lui, il a ses noyaux le long de la colonne vertébrale et surtout au niveau dorsal. Et comme vous voyez, chacun va équilibrer, entre guillemets, au niveau des organes viscéraux, du médiastin, au niveau ORL, au niveau également sexuel, vésical, etc. Et donc, l'idée de cette dysautonomie, ça serait que finalement, il n'y a pas un substrat forcément anatomique, mais en fait, c'est une anomalie du signal nerveux, en fait. C'est une anomalie du signal et ça pourrait expliquer ce côté très fluctuant, ce côté bizarre des fois de certains symptômes. Et par contre, le lien avec les activités, il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, en tout cas, ça c'est sûr. Mais déjà, comprendre un peu cette balance sympathique-parasympathique va nous aider aussi à comprendre certains conseils qu'on va donner. Maintenant, une fois que j'ai fait cette mini-introduction sur le système nerveux autonome, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, et ce que je fais à ma consultation avec les patients, c'est focuser un peu sur les conseils qu'on peut donner, en fait, les conseils pratiques, avec l'hypothèse que les symptômes les plus sévères pourraient être en lien avec cette dérégulation du système nerveux autonome. Donc, quels sont et finalement, on s'y retrouve avec les conseils qui ont été donnés précédemment. Donc, déjà, avoir conscience et gérer cette exacerbation des symptômes, c'est ce PZ qui a été décrit par Guillaume. La gestion identique des activités intellectuelles et physiques, parce qu'en fait, les gens, vraiment, les patients l'expliquent bien que finalement, que ce soit une activité intellectuelle, sociale, psychologique ou une activité physique, elle va coûter, entre guillemets, en termes d'exacerbation des symptômes et de fatigue, la même chose, en fait. Et donc ça, il faut le prendre en package. Il faut le prendre finalement ensemble. Toute activité, quand on parle d'activité, on parle de tout ça de la même manière. Fractionner les activités, on l'a dit. Pacing, on l'a dit. Augmentation très progressive, les fameux 10% qu'a dit Guillaume, très important aussi. Donc, fractionner sa journée avec des phases de repos et de récupération et ajouter des activités qui stimulent le système parasympathique. Ça, c'est ce que je vais ajouter un peu des gros piliers qui ont été dits par mes collègues précédemment. Ça va être un peu ajouter, si possible, des actions, on va dire, relaxantes qui vont activer ce système parasympathique. L'autre chose, une des caractéristiques aussi pour entraîner ce système nerveux autonome, c'est la routine. Et aussi, les gens le disent aussi pour la gestion de leurs symptômes, c'est mettre en place une routine. Quand on dit, quand Guillaume a parlé de planification, etc., il y a une sorte d'automatisation aussi de ces activités, si possible. C'est vraiment pas facile, hein, mais ça, c'est des conseils qu'on peut donner aux gens, d'avoir une certaine routine le plus possible, d'être régulier, même si on ne ressent pas d'effet à court terme. La latence, en fait, pour entraîner un système, pour avoir vraiment un effet dans les conseils qu'on donne, c'est minimum 3 mois. Certains parlent même de 6 mois pour vraiment avoir un effet et ça en le faisant tous les jours. Donc ça, il faut avoir conscience de ça, mais sachant que malheureusement, la durée de ces syndromes, notamment les plus sévères dans un syndrome post-Covid, se parle en plusieurs mois, voire déjà certains en années. Déjà 3 à 6 mois, c'est quelque chose qui, si on s'améliore dans cette fourchette-là, c'est déjà intéressant. Et évidemment, s'adapter sur les possibilités. Tout ce qu'on dit là aujourd'hui, il faut vraiment donner le message que finalement, on n'est pas des machines, on fait ce qu'on peut. Il n'y a pas tout ce qu'on donne pour l'instant, tout ce qu'on sait dans cette maladie.
est encore parcellaire, et donc il faut vraiment s'adapter et faire ce qu'on peut faire, voir ce qui a du sens et ce qui est possible, et qui ne nous fatigue pas trop, et qui n'exacerbe pas trop ces symptômes, et voilà, et pas culpabiliser si on n'arrive pas à le faire. Donc finalement, moi, comment j'essaie de montrer un peu dans une gestion d'activité journalière, là c'est par exemple si on prend une petite fourchette, par exemple une demi-journée, l'idée c'est de donc fractionner ces activités, donc en respectant le pacing comme l'a dit Guillaume, avec l'hypothèse, c'est plutôt une hypothèse qui est développée par certaines équipes, et ce qu'on voit nous dans les tests qu'on fait avec des patients post-Covid en médecine du sport avec un outil qu'on appelle l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est qu'apparemment toute activité, qu'elle soit intellectuelle ou physique, va surstimuler le système sympathique, le système activant. Et ça expliquerait pourquoi il y aura un emballement si on dépasse notre safe zone, notre zone de repos. Donc, c'est pour ça, d'où le critère un peu, par exemple, de la fréquence cardiaque, de limiter la fréquence cardiaque. Si on surfatigue lors de notre activité, eh bien, on va probablement induire des symptômes dans les heures ou dans les jours qui viennent. Donc, d'un côté, il ne faut pas surstimuler le système sympathique avec ses activités, mais de notre côté, on s'est rendu compte que dans ce syndrome-là, la balance parasympathique, elle n'est pas assez activée dans la majorité des cas. Ce n'est pas chez tout le monde, mais dans ce qu'on observe nous, dans au moins autour de 80% des patients, il y a un manque de stimulation parasympathique. Le parasympathique, il est guidé principalement par le nerf vague, ce fameux nerf vague. On a une paire de nerfs vagues qui part de notre tronc cérébral, qui contrôle beaucoup de choses au niveau du médiastin jusqu'à l'intestin. Et c'est vrai que d'aller stimuler, entre guillemets, ce nerf vague semble avoir vraiment des effets, j'ai vraiment des bons retours par rapport à ça. Donc l'idée, c'est d'aller fractionner sa journée avec des activités où on respecte le pacing et tout ce qu'on a dit avant, et essayer de faire des plages de récupération. Cette plage de récupération, ça peut être du repos, ça peut être simplement de se reposer en faisant pas grand-chose, soit dormir, mais on dit de pas forcément faire plus d'une sieste, c'est plutôt en mode turbo-sieste, pas plus de 30 minutes. Mais c'est pour ça que je ne parle pas que de repos, je parle de récupération, parce qu'il y a des activités que l'on peut faire pour stimuler ce parasympathique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans j'appelle ça la boîte à outils, un peu de ces plages de récupération entre les activités. J'en décris certaines qui sont vraiment là, c'est vraiment le reflet, le retour des patients avec le syndrome post-Covid et aussi de fatigue chronique, de la littérature scientifique qu'on connaît et de l'expérience que j'ai aussi, que j'ai développé un peu depuis un peu plus d'un an et demi. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser celle qui nous convient le mieux. Le but, c'est pas de tout faire, tout ce que je liste là, mais de voir un peu qu'est-ce qui nous convient le mieux. La première, Francis l'a dit, ce serait la cohérence cardiaque. Ce sont des exercices de respiration simples, avec 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, plutôt avec respiration abdominale. On peut faire par le nez ou par la bouche. L'important, c'est d'essayer de trouver une certaine régularité là-dedans, d'essayer au moins de faire 3 fois 5 minutes par jour. Donc, si possible, une plage le matin, au milieu de journée et le soir. Il y a des applications comme Respirelax, Top Breath ou autres qui montrent ça, et ça vaut le coup de commencer par ça parce que ce rythme-là, il faut le trouver. Il y a des études qui ont montré que c'est mieux de faire 5-5 que 6-4 ou autre, en tout cas pour activer le nerf vague. Après, il y a d'autres choses. Ça peut être, c'est sujet à débat, c'est très individuel. Un conseil aussi, c'est que si certaines personnes me disent qu'ils ont un vertige après quelques minutes qu'ils font, et le conseil, c'est pas forcément de commencer par 5 minutes. Si après 2-3 minutes, on commence à avoir des vertiges, on reste sur 2-3 minutes et on le fait plusieurs fois par jour, donc si possible 3 fois par jour. Et certes, il y a un effet automatique, il y a un effet entre guillemets d'entraînement, et normalement, on va le tolérer de mieux en mieux. Donc, la cohérence cardiaque, des mouvements d'assouplissement dynamique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose un peu de léger. C'est pas un stretching sportif où on va rester 30 secondes dans une position. Mais l'idée, c'est de bouger des articulations et si possible, de la tête aux pieds, en fait, d'aller bouger ces articulations. C'est le substrat, c'est que les fascias, notamment, sont très innervés par le système nerveux autonome. Bon, les muscles, les fascias et les tendons. Et l'idée, c'est d'aller activer un peu le système nerveux parasympathique par l'activation, un peu l'étirement de ces fascias.
La méditation pleine conscience, elle a montré vraiment que ça peut être intéressant, et si possible 10 minutes par jour. Il y a des applications comme Petit Bambou, Headspace ou autres qui sont très intéressantes. Des séances avec un stimulateur du nerf vague. Donc, il existe un appareil qui va stimuler un point d'auriculothérapie, un point de fibre du nerf vague qui émerge au niveau de la peau, juste au-dessus de l'oreille. Avec une oreillette, on peut aller stimuler ce nerf vague avec un neurostimulateur. On peut le faire 2-3 fois par jour. Des douches froides aussi, ça a été montré par des études physiologiques que l'exposition au froid, sur le moment même, va activer le sympathique. On a un choc thermique, on va activer le système sympathique, mais il va durer que 5 à 10 minutes jusqu'à l'arrêt de la douche. Et donc, il y a cet effet un peu boostant. Mais après, dans les 3-4 heures qui suivent, on a un rebond parasympathique, donc plutôt relaxant. Le repos, tout simplement, donc comme je l'ai dit, ça peut être aussi dans une plage de récupération. Une activité tranquille dans la nature, ça a été montré que finalement, si on sort un peu de la pollution, qu'elle soit respiratoire, qu'elle soit sonore ou autre, et qu'on va plutôt dans la nature, il y a un effet relaxant et qui active le système parasympathique. Un état d'esprit positif, donc là, on est plutôt dans le mindset aussi, donc le côté de positiver, d'être dans l'optimisme, de relativiser. Moi, je vois vraiment dans ma consultation des gens qui ont plutôt, ceux qui voient plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, sont vraiment plus propices à s'améliorer, ou en tout cas à essayer de trouver des solutions, plutôt que ceux qui sont très enfermés, très anxieux, très hypostimulés, qui restent chez eux, qui font beaucoup de siestes, même si on les comprend évidemment avec la sévérité de ces symptômes. Mais ça vaut le coup, comme Guillaume parlait de coaching, de vraiment de les aider. C'est vraiment super important d'être bienveillant et d'aller de stimuler cet optimisme-là. Parce que ça stimulerait des neurotransmetteurs du bon fonctionnement au niveau de l'hypophyse. Donc, il y a vraiment une substrat même neurologique. Plus on stimule de la dopamine, de la sérotonine, ça pourrait assurer un meilleur fonctionnement, notamment de ce système nerveux, entre autres. Des massages, foam roller, donc tout ce qui est vraiment un peu de type fasciathérapie, ça peut activer le système parasympathique. Des huiles essentielles apaisantes, des patients disent que ça marche pas mal, je crois pas mal avec la lavande. Drainage lymphatique, il y a des patients qui répondent bien à un drainage lymphatique, notamment au niveau thoracique et au niveau des membres, avec des effets relaxants très intéressants. L'ostéopathie, chiropraxie. On peut aller sur l'acupuncture, l'hypnose, séances de méditation plus larges aussi, qui sont décrites comme intéressantes. Juste un focus aussi sur une catégorie de cette dysautonomie qui n'est pas du tout présente chez tout le monde, mais qui est très invalidante, c'est ce syndrome de tachycardie orthostatique posturale, le fameux POTS en anglais. Il y a des mesures médicamenteuses où je ne vais pas m'y attarder, mais il y a des mesures, des conseils non médicamenteux là-dedans. Un, c'est déjà d'expliquer bien les différents symptômes et aux patients, donc les gens ne serait-ce que s'éduquer, lister les médicaments qui pourraient induire ça. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce niveau-là. Réaliser des manœuvres de contraction isométrique des membres inférieurs durant 2 minutes avant de se lever, ça peut être intéressant. Je pense d'activer un peu le système sympathique justement avec des contractions isométriques avant de se lever. Éviter de se lever rapidement, porter une gaine abdominale ou des bas de contention, voir des patients qui me disent qu'ils ont des effets assez intéressants aussi avec un legging sportif, tout simplement, qui serre un peu au niveau des membres inférieurs et qui remonte justement jusqu'à la taille. Dormir en position semi-assise, ça peut améliorer la tolérance. Bien s'hydrater, ça c'est aussi important parce qu'il y aurait une certaine hypovolémie, donc ça c'est important. Éviter les environnements trop chauds, avoir notamment aussi des repas trop copieux aussi, qui vont influer le sang trop vers le système digestif. Fractionner ses repas si besoin, et aussi augmenter ses apports en sel. Donc ça, c'est des choses à discuter avec son médecin. Je le dis juste un peu comme ça parce que c'est quelque chose qui sont en lien avec ce système-là, mais ça, il y a des diagnostics spécifiques pour le POTS, mais c'est important de l'identifier chez ces patients-là, chez les patients avec le syndrome post-Covid, parce qu'il y a des conseils un peu plus spécifiques. Et je vais terminer par ce fameux Levine Protocol qui vient d'un médecin américain qui, notamment dans le syndrome fatigue chronique, a développé un protocole. C'est simplement un protocole qui est basé sur des exercices plutôt en position horizontale, justement, dans ce syndrome postural, de tachycardie posturale, voire de malaise orthostatique. L'idée, c'est simplement on s'est rendu compte que les gens avaient une meilleure tolérance s'ils faisaient leur exercice en position couchée.
Et donc, le principe est aussi de s'adapter selon l'intensité de la fréquence cardiaque, faire des petits exercices globaux, c'est-à-dire on y met de la mobilisation, des assouplissements, de l'endurance, du renforcement. Encore une fois, selon le pacing, selon la tolérance de la personne. On peut y faire ça peut être des exercices donc, au sol, vélo couché, ergomètre, de type rameur, mouvement de nage allongé sur une planche surélevée. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir diversifier en fonction de ce que le patient est capable de faire. Et si possible, là aussi, je répète vraiment, si possible, un peu tous les jours, quoi. Donc ça, c'est vraiment essayer de donner un petit programme d'exercice, même s'il dure que 3 minutes, et même s'il est fractionné, d'essayer de le faire et d'être assidu pendant plusieurs mois. C'est ça qui est vraiment difficile pour avoir des effets et espérer avoir des effets. Et si possible, commencer par un échauffement et avoir une plage, donc un échauffement avant et une plage de récupération, de cool-down après. Donc, et si jamais le lien que j'ai mis là, il décrit vraiment bien, très précisément ce protocole Levine. Et pour terminer, donc juste des petites réflexions, des messages aussi qui ont déjà été un peu dits, mais l'accompagnement en physiothérapie, il est vraiment très utile. Je vois vraiment des gens qui peuvent vraiment avoir un effet, mais il faut vraiment avoir une écoute vraiment attentive des plaintes des patients. C'est vraiment en lien avec ça qui est vraiment important. Une attitude bienveillante aussi, motivante et personnalisée, sans trop pousser. Je m'excuse s'il y a le bruit de mes enfants derrière. Je leur avais pourtant dit de ne pas faire de bruit. C'est pas une rééducation classique, on a dit, c'est pas un déconditionnement, même s'ils sont déconditionnés, ces patients-là, clairement, mais c'est pas ça qui va causer la cause. Donc vous avez bien compris, je pense, le message. Il y a un équilibre à trouver entre les exercices de rééducation, les thérapies passives et les gestions des activités au quotidien. Chacun doit trouver à son rythme. Et enfin, trouver une régularité très importante, même si c'est à minima, même faire un tout petit peu, va avoir un effet, on l'espère en tout cas, c'est très individuel sur le moyen et long terme. Voilà, merci beaucoup. Désolé, j'espère qu'il n'y a pas trop de... Non, ça va très bien. Je te propose de couper peut-être juste le micro. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Et les aspects très pratiques, finalement aussi, donc non seulement de nous expliquer la pathophysiologie, mais aussi les aspects pratiques de comment stimuler le nerf vague, par exemple. Et ça répond déjà à une des questions dans le chat. Je me permets peut-être de prendre quelques-unes des questions et encore une fois, le reste des questions, on va y répondre dans un deuxième temps sur la plateforme Raphaël. Francis, une question pour toi peut-être. Quels seraient les critères qu'un ou une physiothérapeute doivent suivre ou surveiller pour ne pas pousser trop loin? En fait, il y a cette crainte vraiment qu'on va pousser trop loin. Comment faire? Je pense que si la crainte existe, c'est que ils sont déjà trop, ils ont déjà fait trop. Donc la différence, donc si j'ai une patiente qui est déconditionnée, c'est une bonne idée de pousser. On fait des exercices d'intensité. Quelqu'un qui est déconditionné, c'est bien à faire des exercices. Par contre, de faire les patients qui ont Covid long, ils ont des dysrégulations. C'est une journée à l'autre, ça peut vraiment changer. Si je fais un test de marche une journée, ça peut être vraiment bien. Et le jour d'après, si je fais le même test, on peut avoir le moitié de distance. Donc, quand vous avez le moment où vous sentez je vais augmenter, augmente vraiment petit, mais il faut toujours voir le jour d'après. Et donc, si vous sentez j'ai fait trop, ok, reparti où vous étiez et trouver la stabilité avant qu'on augmente. Donc, c'est pas facile. Les échelles sont pas très utiles non plus, mais j'espère que ça aide. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je pense que finalement aussi se fier aux symptômes et à comment on ressent la personne. Et comme l'a dit Guillaume, des fois, l'exacerbation ne va pas être tout de suite, mais même plusieurs heures, voire même plus que 24 heures après. Guillaume, peut-être une question pour vous. Comment on peut adapter son pacing si on est sous bêta-bloquant? Vous parlez en fait de la fréquence cardiaque, d'essayer de rester dans le vert, mais finalement, si on est sous bêta-bloquant, on va pas peut-être avoir beaucoup de variations dans la fréquence cardiaque. Donc, comment répondre à cette adaptation du pacing si on est sous bêta-bloquant? Je pense qu'il faudra que vous complétiez
pour l'aspect médical, parce que je ne veux pas dire trop de bêtises, mais l'idée de gérer avec la fréquence cardiaque, c'est vraiment que ce soit une aide. Et donc, ce qu'on peut imaginer aussi pour une partie des gens pour qui, notamment ces 15 battements supplémentaires par rapport à la fréquence de repos sont beaucoup trop bas, souvent, ce qu'on essaie de regarder, c'est s'ils ont une montre, regardez à combien vous êtes quand vous êtes dans des activités que vous supportez bien. Et puis donc ça donne une zone de sécurité. Vous savez quand vous allez marcher 20 minutes, ça se passe bien. Regardez à combien vous êtes à ce moment-là. Et puis ça vous donne une zone qui est votre zone de sécurité à vous. Ça peut être une première chose. Puis l'autre chose, c'est que c'est jamais la fréquence cardiaque qui est le critère principal, c'est d'abord les symptômes. Donc, on regarde en premier s'il y a des réactions par rapport aux activités et puis on ne base pas tout sur la fréquence cardiaque. Ça doit être une aide seulement. Merci beaucoup, Guillaume. Effectivement, et voilà, ça renforce le point aussi de voir les symptômes après un effort. 2 questions pratiques pour terminer, et je m'adresse à Mathieu. Est-ce qu'il y a un bénéfice de faire de la physiothérapie en piscine? Et puis, l'autre question pratico-pratique. Et puis, d'ailleurs, la question des exercices en piscine peut-être s'adresse à vous trois, hein, finalement, parce que vous suivez tous un peu le protocole, Levine protocole, où, en tout cas, on commence en position horizontale. Est-ce que l'effet piscine pourrait être le même? C'est la première question. Alors, je dirais, selon la tolérance, j'ai pas vu d'effet forcément spécifique de la piscine par rapport à une autre type de rééducation à sec. Vraiment, c'est juste qu'encore une fois, aller à la piscine va fatiguer. À la piscine, ça va peut-être plus fatiguer qu'autre chose. Il y a un environnement aussi sonore, etc. Donc, on va dire que pour moi, c'est pas le type de rééducation que je privilégierais. Disons, chez des gens qui ont déjà une amélioration à un stade déjà plus avancé, pourquoi pas. Même si l'eau en soi, on sait que ça peut être utile, je pense que de manière globale, c'est pas le plus recommandé dans des stades les plus sévères. Francis et Guillaume, vous avez un avis là-dessus aussi? Moi, il y a pas mal de patients qui ont rapporté que dans l'eau, ils pouvaient faire un peu plus d'activité qu'à sec. Une hypothèse, est-ce que c'est en lien avec la température de l'eau qui est un petit peu plus froide ou bien avec la pression de l'eau, comme il y a pas mal de gens avec la dysautonomie qui, comme a dit Mathieu, plus de facilité à faire de l'activité avec des bas de contention. On peut imaginer que s'ils font un peu d'activité dans l'eau, il y a cette pression de l'eau. Mais je n'irai pas à la piscine pour faire de la natation pendant 45 minutes et puis augmenter les pulses, mais plutôt pour bouger dans l'eau d'abord au début, puis voir si ça aide. Et ouais, je voudrais juste ajouter que, évidemment, c'est vraiment pas constaté pour ceux qui ont déjà de malaise. Par exemple, ils essaient sur un vélo parce que même si la fréquence cardiaque, a priori, va être plus bas dans l'eau, s'il y a déjà des antécédents de malaise, c'est pas une bonne idée. C'est le pire endroit d'avoir une malaise. Donc, par rapport au risque-bénéfice, je trouve, moi, je privilégie des exercices allongés. Parfait, merci beaucoup et merci donc à nos intervenants de votre disponibilité, de votre partage de connaissances. Vous aurez aussi l'occasion de revoir en replay ce webinaire gratuitement en ligne sur la plateforme Raphaël et nous allons prendre le temps pour répondre aussi à toutes vos questions. Voilà, merci à tout le monde. On vous souhaite une bonne continuation de cette soirée. Merci pour ce premier webinaire professionnel, ce webinaire pour les physiothérapeutes. On espère que cela a pu vous être aidant et utile. Voilà. Bonne soirée. Au revoir.